Et bonsoir le chat. Bon alors je vais m'excuser proprement ici. Bonsoir, bonsoir. Là on est désolé. Déjà n'hésitez pas à me dire si mon son, si l'image sont correctes parce que j'ai dû refaire le setup un peu rapidement puisque notre intervenant de ce soir est tout simplement bloqué dans le train. Mais comme sa présentation il a prévu une trentaine de minutes et qu'on a un créneau de 2 heures, je vais improviser un truc au début. Et on va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh là 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 là. On va me voir. Ouais, malheureusement, c'est vraiment coup dur. Bonsoir Apérotech, bonsoir Younes Coding, bonsoir Youno, bonsoir C-Cap, pardon. Bonsoir Benjamin Renes. Bonsoir Amélie. Voilà, voilà. Donc en attendant, je fais la première partie en attendant notre speaker de ce soir. Qui est complètement bloqué dans le train. Voilà, donc on essayait de dire que c'était les joies d'être à Paris. Apparemment, c'est un train qui va en province. Enfin voilà, il y a débat. Mais c'est pas très grave. Donc, comme j'ai appris il y a 5 minutes que je devais faire un talk d'une durée indéterminée sur un sujet imposé, puisque je vais essayer de vous parler du même sujet, il y a des petits glitches sur ma cam, je suis désolé, je pourrais pas les fixer. Un train peut en cacher un autre. Ok, ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas, mes chers modos, à spammer la commande de temps en temps, que les gens comprennent ce qu'on est en train de glander. Bon, without further ado, on va essayer de couvrir à peu près le même sujet et d'attaquer le Domain Driven Design par l'exemple, par le code. Je le ferai pas en TypeScript parce que je suis pas assez à l'aise pour faire ça. Et je suis malade ce soir, comme ma voix le trahit peut-être. Donc je vais pas me lancer sur des trucs où je suis pas à l'aise alors que je suis physiquement en PLS. Et donc je vais partir sur des trucs où je suis à l'aise. Allez, without further ado, bonsoir. Voilà, ça c'est une console avec un Jeepster Lite. Ça démarre un Jeepster Lite. Jeepster Lite, c'est une refonte complète de Jeepster. C'est pas du tout le même produit. L'objectif de Jeepster Lite, c'est justement de permettre facilement de générer des applis dans ces archis, dans les trucs dont on veut parler ce soir. Donc, comme j'ai rien prévu, je vais commencer par là. Voilà, voilà. Bonsoir Yandros. Donc, création d'un truc. Alors, on va faire un truc pas très sexy ce soir. On va se faire un petit ERP pour faire des factures. Voilà, rien de très très sexy, mais on va essayer de tacler les problèmes qui étaient dans le sujet, que vous en ayez quand même pour votre argent. Voilà, sur cette soirée. Hashtag le fun. Ouais, je suis désolé. On improvise comme on peut. Bonsoir. Merci Jean-Charles. Vraiment là, on est étonné. Hein. Là, tu nous étonnes, Jean-Charles. Vraiment, on n'aurait pas pu deviner. Merci. Donc, Jeepsterlight, c'est un machin pour faire des applis. C'est des modules. On choisit les modules qu'on veut. Voilà, ça fait des bouts d'appli, et puis au début on choisit des trucs, et on met la suite après quand on en a besoin, il n'y a pas besoin de tout choisir au début, tout ça, c'est pas une présentation Jeepsterlight, donc je vais pas forcément creuser là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des insultes dans le chat, je lis le chat, il n'y a aucun problème, ou Nolwenn se fera un plaisir de me remonter ça. Je pense sans aucun problème. Donc on a dit que ça s'appelait MyERP parce que voilà le fun. MyERP, voilà, tout bien, je suis content. J'applique mes 3 modules. Youpi, ça a généré mon application. Je peux aller dans mon IDE et je vais aller importer cette app. Voilà, MyERP. Superbe, magnifique. Une application qui fait des trucs et des machins avec un bootstrap pour faire une appli Java. Je vois que j'ai des warnings, mais c'est parce que Eclipse il a une règle un peu raide sur les serial ID, donc je vais juste lui virer parce que voilà, elle m'intéresse pas. Ça marche, les tests passent. Youpi, trala la pouette. Est-ce que c'était à peu près clair mon histoire de setup Nolwenn, je sais pas ce que t'en penses, ça allait là, c'est compréhensible ce que je viens de faire. On voit pas Infinitest, bonne remarque.
Ah, ça veut dire que vous voyez pas le bas de l'écran? C'est coup dur. C'est coup dur. Alors, tac, c'est bon, Infinites, résultat des tests. Ok, donc pourquoi j'utilise Eclipse? C'est pour ce plugin ici qui s'appelle en bas, qui s'appelle Infinitest. On peut zoomer. Ouais, je vais zoomer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous afficher mon curseur. Alors attention, on est sur une opération casse-gueule. À tout moment, je fais une fausse manip et vous voyez plus mon écran. Enfin, vous avez plus mon son pendant quelques secondes. Mais hop, je vous affiche le curseur. On revient là. On revient là. Hop. Et voilà, sans erreur. Ouais, je vais zoomer. Je vais zoomer sans aucun problème. J'avais pas du tout prévu de coder sur mon code, en fait. Est-ce que c'est lisible là? C'est bon? Ou dites-moi si c'est lisible. C'est bon, ça va le faire? Allez, ça part comme ça. Nickel, nickel. Je rappelle, hein, je ne fais que la première partie de soirée. On attend notre vraie intervenante ce soir, en espérant que ce soit rien de grave, hein, puisque quand même c'est l'essentiel là-dedans. Donc, je veux faire un ERP. Qu'est-ce qui est important dans un ERP? Quand on demande aux experts métiers, surtout en ESN, le plus important, c'est de facturer. Donc, on va faire un système de gestion de facture. Parce que la thune. Donc je vais commencer par me faire un petit package invoice. Les thunes. Grave. Ce package invoice, je vais lui mettre une annotation au niveau package. Alors ça, c'est des trucs fournis par Gipsterlight. En gros, c'est à ce stade-là, c'est des annotations de marqueurs, simplement pour dire, voilà, c'est un business context ou c'est un shared kernel. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent sur Discord. N'hésitez pas à faire des remarques. Juste, voilà, on vous entend en live. Normalement, mon setup son est correct. Tu as parlé de business context et shared kernel. Peut-être falloir dire ce que c'est. Ouais. Non, moi je fais 100. Bonsoir, pouce haut. Ah oui, sans argent. Oui, effectivement, c'est possible. Ouais, mais t'es probablement pas commercial en ESN, pouce haut. Parce que vraiment, j'ai demandé aux commerciaux en ESN et vraiment les thunes, quoi. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour expliquer ce que c'est? Peut-être pas. Tu peux la noter dans un coin, la question, et je la reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ce sera peut-être mieux. D'un amour. Vraiment, Nolwenn, c'est un bon copain, quoi. Oui, je fais une catégorie, les questions qui tuent. Donc, comme je suis un gens bien, je vais commencer par écrire un test. Je vais écrire une classe de test pour mes invoices. Évidemment, les joies du live font que ça ne fait pas ce que je veux. Je remets ma tête pour faire des manipulations secrètes. Je suis en train de redémarrer Eclipse. Qui n'a pas aimé le setup fait dans les 3 minutes avant le live. Voilà, allez, s'il te plaît, sois gentil. Il y a des gens qui te regardent. Dans le DDD, il faut faire des tests. Grave. Voilà, ça marche. Should get invoice. Voilà, pour l'instant, on n'est pas très originaux, mais c'est pas grave. C'est un premier test qui va nous permettre de setup des trucs. Donc je vais simplement créer une facture qui bien sûr n'existe pas hein, pour l'instant, mais c'est pas grave, ça va apparaître petit à petit. Dans cette facture, je vais mettre plusieurs lignes. Tac. Donc vous vous rendrez compte que je vais un peu vite pour une raison très simple. Je sais pas du tout quand notre vrai speaker va arriver et je veux quand même essayer de vous raconter 2-3 trucs. Une ligne de facture, c'est quoi? Pareil, je suis allé parler un peu avec mes commerciaux. Une ligne de facture, globalement, c'est une quantité, un prix unitaire. Et ce qui les intéresse sur une facture, pour l'instant, c'est d'avoir les lignes et le total de la facture. Il n'y a pas d'histoire de TVA, etc. Dans notre première version, je veux une quantité, un prix unitaire. Je vais mettre 2 lignes à 1100 € et deux jours à 1100 € et un jour à 550. Ça ressemble à une facture, ça, on est bon? Donc là, c'est cassé, évidemment, il n'y a rien qui marche. Je vais aller
Je vais aller créer un peu les structures. Non, je vais vous mettre comme ça plutôt, vu la taille de la police, ce sera mieux. Histoire que ça fasse des trucs. Donc bah, pour l'instant, je vais mettre des entiers pour avancer un peu. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais aller créer une facture. Tac. Tac. Et donc, ma facture, il va falloir que je lui mette une collection de lines. Peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas en train du tout, enfin, on n'est pas du tout en train de faire du DDD ou des machins comme ça, là, c'est bizarre. Vous inquiétez pas, je l'explique après. Là, je vais juste aller vérifier un peu ce qui se passe dans mes lines. C'est quoi faire du DDD? Merci, merci Gnuk. Ton film n'est pas commencé, toi? Non, il commence quand ton film? C'est un rapport à savoir quand on aura la paix, quoi. Je rigole, évidemment. J'adore l'humour. Ah merde! Ah là là, c'est le coup dur. C'est le coup dur. Donc, j'ai créé ma facture, c'est vert, ça compile, je suis content. Je vais stocker cette facture et puis bah, je vais aller faire des vérifications dessus. Donc là, je voudrais vérifier... Non, pas du tout. Je voudrais vérifier que dans ma facture... Oui, bah oui. Ouais, normal. Contains exactly, donc bah, en fait, je voudrais ces deux lines. Donc je vais m'extraire une petite méthode. Première ligne, deuxième ligne. Voilà, c'est pas très original, mais voilà. Tac. Comme mon setup a été fait à la va-vite, je me demande si c'est bien lisible et tout. Hein. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème à ce niveau-là. On peut encore faire des choses, on peut encore réparer, c'est possible. Bon, bah ça fonctionne. Globalement, j'ai pas fait grand-chose, donc c'est plutôt rassurant. Et puis, je voudrais avoir le total de ma facture. Et donc, mon total, je voudrais que ce soit un montant, en fait. Parce que c'est bien, ouais, c'est... Bonsoir Chérilis, comment ça va? Ça fait longtemps. Hop, je respam de temps en temps. Pourquoi c'est ma tronche et pas celle de quelqu'un de vachement plus intéressant. Donc ça fait 2200 plus 550, 2750. C'est bon ou pas? Bonsoir. Ça va pas mal, ça va pas mal. Je vis ma meilleure mononucléose, donc je suis bien fatigué. Mais sinon, ça va. Ok, donc ça marche. Et puis, je vais aller créer une méthode totale qui va me renvoyer un montant. Ouais, relou. Mais voilà, et donc je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près intéressant pour ce soir. Bon, là, je pourrais renvoyer un nouveau montant avec 2750, mais on n'est pas sur une presse TDD, on est sur une presse DDD, donc je saute allègrement des étapes. Et donc ici, mon objectif, c'est de renvoyer le montant total de chacune de ces lignes. 2006... Ah oui, j'ai échoué les maths. Dites-moi... Oui, la mononucléose, c'est le truc qu'on appelle la maladie des amoureux. Et étant donné ma vie amoureuse, je trouve que la vie a énormément d'humour. Mais oui, effectivement, je n'ai aucune idée de comment j'ai chopé ça. Ça fait pas 2750, je me suis trompé? Parce que j'ai 2200 plus 550. Alors j'ai du 1650 et du 2650. Dites-moi à tout moment. Un truc mal lavé dans un resto au bar, ouais, c'est possible. C'est possible. Donc là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de prendre mes lignes, de les convertir en amende qui serait le total. De lignes... OK, j'ai réussi les maths. Ça, notons quelque chose dans les livres d'histoire. J'ai fait des maths comme il faut, quoi. C'est OK, cool. Donc, il me faut le total d'une ligne, pas de problème. Le total d'une ligne, c'est un nouveau montant de la quantité fois le prix unitaire. Ouais, pour une fois que j'arrive à faire des maths. Tiens, d'ailleurs, mon montant, ce serait bien que je vérifie un peu le... Je veux que des montants positifs.
Voilà, mon minimum c'est vraiment 0 sur un montant, en tout cas moi dans mon métier, donc je vais rajouter ce contrôle. Voilà. Effectivement, j'aurais pu remettre le calcul. C'est peut-être plus clair, mais on va, on verra. Peut-être je mettrai le calcul. Vous me direz tout à l'heure si c'est intéressant. Donc là, j'ai mon total, et puis j'ai le total de chacune de mes lignes. Il faut que j'ai un seul total. Bon, on va faire une réduction. Je vais prendre mon montant. Ici, il me faut un montant à 0. Voilà. Et il faut que j'ai une méthode pour ajouter des choses sur un montant. Donc je vais faire une méthode add sur mon montant. Pas forcément très original, mais qui depuis un autre montant va me faire une addition, hein, tout simplement. Voilà. Nolwenn, pas de nouvelles de notre speaker? Toujours pas. Oh là 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 là, le coup dur. Si on a des gens dans le chat, ouais, je vais expliquer tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tricher complètement. Et là, je suis juste en train de faire du code. Mais vous inquiétez pas, on arrive au sujet, ça va bien se passer. Et donc, comment on fait une addition? C'est ça, plus over.amount. Pas de problème. Et là, c'est vert. Mon test est passé. J'ai bien 2750. Quelques messages avec Romain. Ça n'a pas l'air de prendre le bon chemin. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur. A priori compliqué qu'il soit là avant la fin. Ok. Je vais essayer de pas trop vous ennuyer du coup. Du coup là, dans ce que j'ai fait, il y a un truc qui va pas. Là, j'ai bien des types qui vont bien, mais non, mais du coup, au moins, je sais qu'il est pas là dans 20 minutes, donc je peux me détendre sur le rythme. Je peux prendre un tout petit peu le temps. Et là, par contre, ça m'embête un peu parce que mon unit price, en fait, c'est un amount. Je vois pas pourquoi ce serait pas un amount, le unit price. Unit price, c'est un montant, quoi. Et je vais aller vérifier que ce montant, il est pas nul ici. Parce que c'est tout ce que je veux aller vérifier. Parce que mon unit price lui-même fait des vérifications sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc là, ça compile plus, ça compile plus. C'est courant de mettre des contrôles via des asserts X. J'ai plus l'habitude des contrôles de règles métiers. Ici, le fait d'avoir des montants positifs qui... alors, oui et non. Moi, en Java, ça ne me choque pas. Ça va dépendre du langage et de la richesse du système de type. Plus ton système de type est riche, moins tu auras besoin de faire ça, parce que ici, ce qui est problématique, c'est que j'aurai le résultat que runtime, alors qu'avec un bon système de type, je l'aurai compile time. Mais là, dans mon cas, c'est la solution la moins chère pour assurer quand même, pour faire quand même mes assertions dans mes objets métiers, et avoir ce contrôle-là et assurer que mes objets métiers sont sains. D'ailleurs, pour la petite blague, hésite pas, Younes, si j'ai pas répondu. Oui, là, moi, je veux pas les gérer. C'est des cas pourris qui ne doivent pas arriver. Je veux que ça crache. Ce genre de cas. Dans ce cas-là. Pour la petite blague, record en Java, c'est pas juste un objet défini par ses valeurs avec equal slash code et le fait qu'il soit immutable gratuitement. C'est, à ma connaissance, la seule structure Java qui se désérialise par le constructeur. C'est-à-dire que quand on désérialise un record, ça passe par le constructeur et du coup on passe par les contrôles qui sont faits dans le constructeur. Bonsoir Tlap. C'est un des autres avantages des records versus les classes qui se désérialisent par la magie et qui du coup ne passent pas par le constructeur. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'utiliser les records aussi pour cette propriété supplémentaire. Ok, donc là effectivement c'est cassé comme nous l'a fait remarquer Gnuc. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à la place, je vais vouloir avoir un unit price times quantity. Genre pourquoi? Ah oui, ok. Parce que mon métier force adaptateur gère des erreurs, par exemple la valide. Oui, bien sûr. Côté front, les problématiques sont un peu différentes. Moi là, je suis vraiment dans un cas où c'est une erreur de code. C'est vraiment oui, pas de.
Alors attends, c'est quoi? Amount pour l'instant c'est un int, autant pour moi. Tac. On va faire repasser tout ça. Tac. Alors pourquoi il en veut pas? Bah oui, forcément, ici il me faut un amount. Hop. Donc ça remarche. C'est encore cassé. Ce qui est cassé, c'est mes tests. Oh, pardon. C'est mes tests qui sont cassés. Donc ici, j'ai le choix. Soit je crée un amount, soit je surcharge le constructeur pour avoir une version du constructeur avec un entier. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis, s'il y a une version que vous préférez. Ici ça c'est pété. Et en gros, pour le réparer, j'ai deux options. Soit je le change dans mon test pour dire ici new amount, soit je surcharge le constructeur ici pour pouvoir se construire aussi depuis un entier. Plutôt amount en param. Je mets un new amount ici. Allez. Tac. Tac. Ok, donc là ça refonctionne. Dans le test, je peux avoir une méthode helper qui prend un int. Ah, bon call. Ccap. Shecap. Je sais pas si je prononce ton pseudo comme il faut. Ah, j'ai pas encore donné les gros mots, Tlop. T'es pas en route, j'ai pas encore donné les gros mots. J'ai fait le choix de faire un bout de code et je vais donner les gros mots après. Shecap, ok. Avoir une méthode helper qui prend un int. Bon call, donc faisons ça. Donc, bon, oups là, on va faire ça en 3 steps. Hein. Amount, on extrait la méthode. Amount. On re-inline ça. Et tiens, d'ailleurs, on peut même faire ça. On peut se faire une méthode ici, line. Je vais extraire ça. Hop, je vous lis, j'arrive. Ouais, les primitives qu'on passe en constructeur, c'est un choix. Tac. Tac. Ça, je vais le descendre là. D'ailleurs, c'est l'inverse, puisque c'est line qui utilise amount. Parfait. Et donc ici, ben, je vais pouvoir faire un return line 1 550. Ok. Ce que je peux faire... pas mal. Ce que je peux faire, c'est que ces histoires-là de invoice, etc., je vais les extraire dans une classe de fixture. C'est toujours pratique d'avoir des classes de fixture avec des jeux de données test. Et ce jeu de données test là, il me plaît bien. Donc extrayons ça avec le plus grand des plaisirs. J'entends Nolwenn qui tape. Serait-ce... Non, c'est autre chose. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai juste mis qu'avec un peu de chance, vers 20h30, il sera là, donc pour la rétro. Il pourra peut-être juste faire sa conclusion, ce serait cool. Enfin, juste faire sa presse, pardon. Ah, pas mal. La vanne est intéressante. Il est en mission pour la SNCF. Très fort. Très fort. Donc Romain, notre speaker de ce soir, qui est bloqué dans le train. Et donc je suis complètement en train de faire Jean-Michel Meublage. Nickel. Tac, donc bon, là, ça ne marche pas parce que il me faut ça. Et là, ça remarche. Donc, je suis content. Mon test, il a gagné quand même un... Ah non, il n'y a pas de commande Colin. Je crois que la seule commande pour un orga qui existe, c'est celle-là. Mais alors on se demande bien... On se demande bien pourquoi il n'y a que celle-là qui existe, quoi. Ok, je continue un tout petit peu de code, du coup, comme je viens de savoir que j'ai un peu de temps, je vais continuer un tout petit peu de code et après on va dire des gros mots et dire, en fait, nommer les trucs qu'on a fait. Mais là, j'ai encore un peu des problèmes qui m'embêtent. Oui, des problèmes qui m'embêtent pas, mais cela m'embête un peu, parce que j'ai encore ce qu'on appelle des primitives ici qui sont pas forcément une bonne idée, parce qu'une quantité à 0, en fait, ça a pas de sens, une quantité à -1, ça a pas de sens non plus.
Pareil pour mon métier. Donc je vais... Ouais, c'est ça. Je vais extraire un objet quantity ici, de la même manière. Donc je vais aller faire un record, voilà, quantity, qui sera que un wrapper du int, mais je vais mettre des petits contrôles dessus. Tac. Et donc ma min value, en fait, pour ma quantity, c'est 1, hein, que ce sont des mines inclusifs. Tac, donc là, bah, j'ai plus rien qui compile, super, on a bien fait de venir, quoi. Je vais quand même vérifier que ma quantité n'est pas nulle, donc ça, c'est les joies de Java, hein, malheureusement. Tant qu'on aura nul en Java, et on n'est pas prêt de ne plus l'avoir, même si le langage devient de plus en plus agressif contre les nuls. Donc là, intéressant, je peux plus faire ma multiplication. Bon, je vais aller récupérer ma quantité comme ça. Je peux faire ma multiplication, et il faut que j'aille corriger ma fixture. Comme j'ai changé mes types, j'ai volontairement introduit un truc pas fou, donc je vais aller corriger ma fixture. J'ai rien cassé, je retombe sur mes pattes. Ok, maintenant je viens d'apprendre de mes experts métiers qu'en fait mes montants, j'en ai qui sont des flottants et qu'il faut arrondir à 2 digits. Donc là, depuis tout à l'heure, je vis en fait avec un seul test, qui est celui-là. J'ai fait apparaître tout le reste de mon design avec uniquement ce test-là. Et maintenant, comme j'ai une nouvelle règle sur les montants, je vais créer un test dédié aux montants. Hop, j'essaie de regarder si vous racontez des trucs et des machins. Et donc, je vais dire void should round at 2 digits. Yves Montant, pas mal. 0,10 plus 0,20. Est-ce que 0,10 plus 0,20 m'intéresse? Peut-être. Donc en fait, tiens Tlop, tu peux peut-être... je pense qu'on s'est compris, mais si t'es dans le train ou quoi, est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi on cherche des valeurs particulières pour faire ce test? Ouais, ça va passer en big décimal, évidemment. Et donc ici, mon new amount, en fait, je voudrais pouvoir le construire avec un big décimal allez, prenons la valeur qui a été donnée dans le chat. Sauf que je veux arrondir à 2 digits. Hop, donc là, il n'y a rien qui compile. 0 plus... La joie de sommet des flottants, c'est ça. Donc lui, il est bon. Lui, il est pas bon. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir du big décimal ici. Hein. Très clairement, je veux un big décimal ici, quoi. Ok, donc ça compile plus forcément. Ici, je veux un big décimal à 0. Ici, ça continue de fonctionner, pas de problème. Ici, j'ai plus rien qui marche. Ici, j'ai pas fini mon assertion. Donc, je vais me laisser un to-do ici. Voilà, c'est ça, 0,1 plus 0,2. Et je vais faire remarcher ça, et je viendrai terminer ce test après. Donc ici, mon new amount, ça va bien être un amount, sauf que au lieu de over.amount, je vais utiliser les méthodes sur big décimal. Et ici, de la même manière, je dois avoir un multiply par la quantity, sauf que quantity, c'est un entier, donc je vais dire quantity.to big décimal. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas. Ok, donc ça marche. Ici, ce qui fonctionne plus, c'est ma fixture, normale. Je vais pouvoir aller chercher un big décimal avec mon montant. Et je dois avoir ce test qui marche pas, parce qu'il aurait dû se baser sur la méthode amount de ma fixture. Qui est private. Coup dur. Qui a fait ça? Qui est maintenant public. Mon test repasse, je suis content. Je peux aller traiter mon to-do. Donc ici, je veux que mon new amount de new big décimal, machin, point, je vais récupérer tout de suite le montant dedans, et je veux que ce soit égal à un new big décimal de 0.10. Parce que c'est l'arrondi qui m'intéresse.
c'est évidemment cassé, puisque bah, j'ai pas fait d'arrondi. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que jusque-là, ça fait sens ce que je fais? N'hésitez pas à nous arrêter, à nous poser des questions. On fera ce qu'on peut pour répondre. Tac, donc là, bah, il va falloir... pardon, il va falloir surcharger ce constructeur ici. Tac. Tac. Ça va? Ok, nickel. Ah oui, est-ce que ça va trop doucement aussi? Je peux demander. Je peux demander si ça va trop doucement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je fais mon arrondi. J'ai des doutes quand même, parce que moi, comme je suis très très mauvais en maths, là j'ai quand même un doute. Je vais en tester un peu d'autres des cas. Je vais tester quelques autres cas. Voilà, histoire d'être un peu plus sûr de ce que je suis en train de faire. Voilà, on va se faire un petit petite méthode source là. On va les tester ces amendes. Ouais, je t'avoue que je ne regarde absolument pas. Je suis beaucoup trop en PLS à cause de la fièvre qui ne me lâche pas, et malheureusement ce n'est pas celle du samedi soir. Je préférerais. J'essaie de me concentrer un tout petit peu sur ce que je suis en train de faire pour pas faire trop de bêtises, que ce soit quand même regardable pour vous. Voilà, tac. Et voilà, et je suis en train de faire que les bêtises. Tac. Voilà, lui on va lui injecter row et lui injecter rounded. Et donc là, row rounded. On va le lancer à la main parce qu'Infinitest il est pas très copain avec les tests paramétriques. Voilà, je vais le faire péter histoire de vérifier que ça teste bien quelque chose. Super, ça teste quelque chose. Et on va pouvoir mettre l'autre cas. Donc je vous disais, comme je suis pas très fort en maths, ce cas-là m'intéresse, mais je sais pas trop comment ça s'appelle en maths. Et ce cas-là m'intéresse. Ah, ok. Ça commence à dire des noms. Ça dit les termes dans le chat. Ça dit les termes. C'est gay. Hein? Ça dit des gros mots. Ça dit les termes. Mais de toute façon, je crois qu'on va arriver à un moment où il va falloir dire les termes. Hein. Non, il manque quelque chose quand même pour dire vraiment les termes. Je fais encore un petit truc et je commence à dire les termes. En fait, invoice, il y a quelque chose qui m'embête dans ma facture ici. C'est que deux factures qui ont les mêmes lignes, exactement, c'est pas forcément la même facture. Je veux pouvoir les identifier par autre chose. Donc je vais lui rajouter un identifiant à ma facture. Ok ? Voilà, je veux pouvoir identifier mes factures de manière unique. Donc je vais me créer un invoice ID qui va prendre un UID. C'est d'autant plus pratique que les factures doivent être uniques. Ouais, c'est ça. Donc je vais lui mettre un petit identifiant unique à ma facture. Voilà, histoire de la retrouver. Lui, je vais dire que... Oula. Qu'il faut forcément un ID. Voilà. Note blanche, non, pas du tout. C'est note nulle que je veux. Voilà. Infinitest disabled errors in workspace. Évidemment. Tac, ici, il faut que je mette un ID. Comment je fais pour générer un UID en étant en live? C'est le moment de tester. Il y a des trucs en ligne de commande pour générer des UID? Tu ouvres un terminal, tu mets wow. UID gen. On m'a dit ça la dernière fois quand je faisais une démo. Du coup, je viens de vérifier en live. Ça fonctionne. C'est beau. C'est Linux, quoi. Linux. Tiens, ça, c'est pas très lisible. Je vais m'extraire une petite méthode lines et ça, je vais m'extraire un petit invoice ID. Ok, c'est un peu plus lisible, on y a gagné. Mon test repasse, je suis joie et bonheur. Donc, ça commençait à dire les termes dans le chat. Est-ce que
Mais, moi, pareil, hein, découverte. J'ai rien installé, hein, bien sûr. Hein. Pratique. Pratique UID Gen, pratique. Oh là là, découverte de la soirée, UID Gen. Ah bah, pareil pour moi. Mais D'habitude, j'ouvre JShell et je fais UID random. moi, je vais sur un site internet qui génère des UID. Je suis très content de cette découverte. Ok. Bien le bonsoir, monsieur Caillou. Donc là, on a un bout de modèle. On a des trucs et des machins. Allez, qui dit les mots qui a envie de dire les mots? Tout à l'heure, on a commencé à me dire... on a commencé à me parler de VO. Amant est un VO. Je pense qu'on peut commencer par la différence entre un value object, donc VO, et l'entité. Qu'on a les deux côte à côte là. Ok. Oui, ouais. On retient, des fois, ce qu'on retient dans une presse, c'est surprenant. Donc, ici, on a une structure de Java fournie par le langage qui s'appelle un record. Un record, c'est une structure très simple, définie par ses valeurs. Ici, un entier qui est une quantité, immuable. Donc, un record est forcément immuable. Je ne peux pas modifier un record. Si dans mon record, je mets des objets qui sont mutables, il faut que je fasse attention, c'est à moi de les rendre immuables. Mais un record est fait pour être immuable. Il est défini par ses valeurs. Et donc, quand je compare deux records, et ben en fait, je compare les valeurs, je compare les champs. Et j'ai des accesseurs, donc ici une méthode quantity, sur les différentes propriétés de mon record. Donc ça, c'est la partie Java du truc. Il y a la même chose dans plein de langages. Hein. C'est une interface en TypeScript, ça va faire grosso merdo ça tant que vous lui faites pas une classe qui l'implémente. Si je dis pas trop de bêtises, mais je laisse les gens plus à l'aise en TypeScript que moi me corriger si je dis des bêtises. Donc, ce record ici, immuable, défini par ses valeurs. Ça tombe bien, c'est plus ou moins la définition de ce qu'est un value object. Alors, un value object dans le monde du domain-driven design n'est pas forcément immuable. C'est très fortement recommandé de faire des value objects immuables. C'est plus pratique à manipuler. Il n'y a pas d'effet de bord, c'est naturellement thread safe, mais dans certains cas, on a le droit de faire des value objects qui acceptent les mutations. Dans la littérature, c'est écrit que si on avait une quantité de processeurs et de RAM infini, on ne ferait que des objets immuables. Malheureusement, on n'a ni processeur ni RAM infini. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir des mutations. Et donc, si, pour des raisons de performance, vous voulez faire un VO muable, oui, c'est chercher les ennuis, c'est vraiment un cas à la marge. Mais sachez que c'est possible. Moi, j'ai eu à le faire une fois. J'ai eu à le faire dans le cas d'un projet où on faisait plusieurs milliards d'opérations chaque nuit. On faisait des opérations sur 2,5 milliards d'entrées. Avec des calculs, etc. Et en fait, là-dedans, faire de la mutation, c'était mon value object muable, c'était de mémoire un historique d'update. En fait, j'avais des champs d'un catalogue produit et je devais tracer tous les changements d'état. Et en fait, réinstancier à chaque fois, ça avait un coût, vu les opérations qu'on faisait, qui nous a embêtés. Et donc, il y avait une collection muable là-dedans. Mais c'est vraiment à la marge, en optimisation, après avoir vu qu'il y avait un problème, après avoir identifié que ça faisait gagner suffisamment pour valoir le risque, etc. Et je sais même pas si on l'a fait au final ou si on a refait des copies de liste. Ouais, voilà. On peut faire du flyweight aussi. Donc, un value object, dans la très grande majorité des cas, c'est immuable. Et là, on voit ici, on a un value object qui maintient, qui garde juste une valeur, donc qui est un wrapper d'une primitive. Il a une petite règle métier sur un truc, parce que les primitives de Java, elles sont quand même assez permissives, qu'on lui met une petite règle. Si on parle à notre métier, on peut peut-être lui mettre une borne maximale, ça peut être intéressant. Voilà, donc on peut faire des choses comme ça, des choses très simples, des objets très simples qui sont des wrappers d'une primitive. On peut faire des value objects un tout petit peu plus complexes. Ici, c'est aussi un wrapper d'une primitive. On peut considérer Big Decimal comme une primitive. Ouais.
C'est ça. Dans ce cas-là, ouais, c'est vraiment déconseillé hein, de faire de la mutation sur du value object, hein, vraiment. Mais des fois, pas le choix. Des fois, les impacts de perf sont trop importants, c'est des instantiations qui coûtent trop cher, c'est des impacts mémoire qui sont trop gros. Donc des fois, il n'y a juste pas le choix. Ici, j'ai un value object qui fait un tout petit peu plus de choses, puisque je vois qu'il est capable de s'additionner à un autre value object de même type, et il est capable de se multiplier par une quantité. Donc c'est-à-dire que mon value object, certes, il wrap une primitive, mais il a des méthodes. Et on voit que il est bien immuable. Hein. Ces méthodes, certes, elles renvoient un amount, mais c'en est un nouveau. Je vais pas m'amuser à transformer mon amount. Parce que un montant, dans mon cas, un montant de 15, ça reste 15. 15 et 15, c'est la même chose. Je peux pas avoir deux montants de 15 qui sont différents. C'est bien défini par ces valeurs. Parce que jusque-là, c'est clair. Je vais passer à un... Qu'est-ce que j'ai d'autre comme value object? Est-ce que j'ai fait d'autres value object, d'ailleurs? N'hésitez pas si vous envoyez chat. Je sais pas combien il y a de lag. Vivement le project Valhalla pour avoir des values et des primitives classes en Java. Effectivement. Donc, pendant que vous me dites qu'est-ce que j'ai d'autre comme value object, je vais toucher deux mots sur project Valhalla. Donc, Valhalla, c'est là où meurent les guerriers. Et donc, apparemment, l'architecte qui gère ça est suffisamment vieux pour que ce soit son dernier projet sur la JVM. Donc, il ira au Valhalla après. Et donc, le but de Project Valhalla, le but initial, c'est de pouvoir créer des types gratuitement. C'est-à-dire d'avoir des types qui n'ont pas de header. Ouais, c'est ça, en Donary. Line est un value object. Donc, le but de Project Valhalla, c'est d'avoir des types sans header. Ce qui pose des problèmes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de référence. Donc ça change 2-3 trucs. Je savais pas que c'était dispo sur Kotlin. Comment on peut avoir des types gratuits en Kotlin? Ça va être une émulation. En fait, souvent, c'est ce que fait Kotlin, ça émule. Puis après, quand ça arrive sur la JVM, c'est fait en natif et ça va vachement plus vite. Ok. Ah, je savais pas du tout. Des trucs comme ça. Mais... Intéressant. Très intéressant. On l'a pas encore. C'est pas encore natif en Java. Effectivement, line, mon troisième value object, parce qu'un value object peut très bien être composé d'autres value objects. Aucun problème. Et donc ici, line, il y a deux value objects et une petite méthode dedans qui permet de donner son total. Un peu plus tôt, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, c'est un monoïde ». Est-ce que vous vous rappelez de quoi on parlait quand on a dit ça? Un monoïde. J'essaie de retrouver dans le chat. C'est New qui parlait. Il t'a vu additionner des amounts. Ah, c'est ça. Quand tu fais le total dans... Tu as le droit au lien, il n'y a aucun problème, Caillot. Tu peux mettre tous les liens que tu veux. Et si tu peux pas, je changerai le setup. D'où le 0, histoire d'avoir l'identité. C'est ça. C'est ça. En fait, ici, amount, c'est un monoïde. Ok, donc monoïde, c'est une structure très simple de programmation fonctionnelle. Et pourquoi j'ai eu besoin d'un monoïde? C'est qu'à un moment, j'ai voulu faire un total de plusieurs lignes. Donc, j'ai pris mes lignes, j'ai fait le total de chaque ligne. Et ensuite, il a fallu que je le réduise. Donc, le reduce en Java, ça va être le fold. C'est reduce aussi en TypeScript, si je dis pas de bêtises. Ça va être fold dans les langages plus programmation fonctionnelle, fold left. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signature qui fait ça? C'est pas mal déjà. Hein. L'idée de reduce, donc sur cette signature-là, ouais, reduce en JSTS. La différence en JSTS, c'est que l'identité, elle est en deuxième para, mais pas en premier, parce que comme il n'y a pas de surcharge de méthode, ils sont obligés de faire des trucs, voilà. Merci JS. Mais nous, comme on est des gens bien, on a de la surcharge de méthode, on a les deux. Enfin, en fait, on en a trois, mais... Donc on a la signature avec juste un
juste une méthode de combinaison qui renvoie un optional du type. On a la méthode avec une identité et une méthode qui renvoie le type, puisque je peux faire mon opération sur mon identité, j'ai pas besoin d'avoir un optional. Pourquoi tu n'as pas mis one pour avoir le monoid de time? Parce que j'en ai pas eu besoin. Je pense que c'est tout simplement ça. Hein. Là, le besoin, il est apparu par mon code. Time, il était là. Ou je le vois pas. Peut-être je le vois pas. Clap. Je continue mon explication. Pardon. Et on a en Java, on a un reduce avec 3 paramètres qui permet de réduire pas sur le même type. Donc par exemple de passer de big decimal à des strings. Le troisième paramètre dans ce reduce, c'est cette fonction d'accumulation qui n'est utilisée que quand on utilise un parallèle stream. Il sert strictement à rien quand le stream n'est pas parallèle, mais il faut le passer quand même. Et la deuxième méthode, c'est la méthode qui fait le mapping d'un type vers l'autre. Voilà. Je fais l'accumulation. Est-ce que c'est à peu près clair cette histoire de monoïde? Et donc un monoïde, c'est défini par 3 trucs. Donc c'est dans un ensemble, j'ai une identité, donc je suis dans un ensemble, j'ai une identité, donc sur laquelle je vais pouvoir ajouter des choses, et j'ai une méthode qui de 2 trucs m'en fait un du même ensemble. Donc ici, this plus over me donne un amount, donc c'est bien un monoïde. Je me suis fait surprendre avec le reduce sur la somme de int. Si en overflow on n'a pas d'erreur, si on utilise sum, on passe dans les négatives, obligé d'utiliser mat.addExact. Ah ok. Alors après c'est normal que si tu passes au-delà de la size of int, tu repasses en min, c'est littéralement la définition d'un int dans tous les langages je pense, donc ça ne me choque pas. Ouais, voilà. Et les monoïdes, en fait, ça marche très très bien avec des folds et des reduce. Pour moi, c'est littéralement fait pour être copains et pour marcher ensemble. Voilà, les deux trucs. Et donc, j'essaie de faire la présentation de notre speaker de ce soir. Hein. Il avait parlé de programmation fonctionnelle. Là, on est quand même sur des paradigmes fonctionnels. J'essaie de vous douiller, mais dans une certaine mesure, quoi. Puisque pour rappel, nous on en est là. Hein. Ok. Donc on a vu qu'on avait des value objects. On a vu qu'il y en a un d'eux qui était un monoïde parce qu'il a le droit de suivre des patterns cool. Et monoïde c'est un pattern cool. Et on peut faire plein de trucs trop bien avec des monoïdes, puisque une map c'est un monoïde en fait. Enfin une map dont la valeur est une collection, c'est un monoïde. Une liste c'est un monoïde. Enfin on peut faire plein de trucs cool. Je vais te donner l'exemple d'autres monoïdes parfaitement connus. Vas-y. Du genre les chaînes de caractères. Effectivement. Alors, il y a quand même un truc à faire attention, c'est que théoriquement, un monoïde, tu peux le... Je crois qu'il y a une propriété... Je sais pas si elle est obligatoire, je suis pas assez fort, je suis pas assez à l'aise sur ça. T'as une propriété que tu peux le merger dans n'importe quel ordre, ça fera le même résultat. Sur les chaînes, c'est pas vrai. C'est l'associativité, je crois, en maths. Tu vois, ton 1 plus 2, c'est 2 plus 1. Ça, je sais pas si ça doit être dans un monoïde ou pas. J'ai un doute. Ça doit être écrit sur la page Wikipédia des monoïdes, mais je sais pas vous le sortir comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'en Java, tu peux pas fold simplement des maps. Pourquoi on pourrait pas fold des maps? Je veux bien que tu développes. Parce que je vois pas de... Je vois pas de contrainte particulière. Tu vas pas fold une map, tu vas fold un stream d'entrée set, mais... Enfin, je tombe pas de ma chaise. Mais c'est peut-être parce que je suis trop habitué à Java que ça me choque pas. Il y a peut-être des trucs vachement plus cool dans d'autres langages que je connais pas. Bref. Les value objects,
c'est bien, c'est cool, mangez-en. Mon expert métier peut les lire, les comprendre, voir les règles qui sont dedans. Et on peut lire les tests ensemble, les comprendre, les parcourir. Les tests sont ultra simples. C'est extrêmement facile de savoir si ça va. C'est extrêmement facile de s'asseoir à une chaise, enfin de s'asseoir autour d'un même écran et d'expliquer à quelqu'un qui a l'expertise métier de parler de ses value objects, de wrapper toutes ces primitives, d'enlever toute cette complexité, de faire des choses immuables, de vraiment mettre les méthodes à côté des valeurs qu'elles manipulent. En fait, c'est une puissance qui est vraiment sous-estimée, ces tout petits objets qui wrappent une primitive, puisque on crée l'objet qui wrappe une primitive, ça nous coûte, voilà, le coût est vraiment négligeable. Et en fait, derrière, le fait d'avoir ça, ça va attirer des features. Naturellement, les features vont venir dans cet objet. Là, vous avez vu un moment, je suis désolé pour les glitches sur la cam, c'est très pénible. Il y a un moment, il a fallu que j'ai un too big decimal. Bah, j'ai écrit too big decimal, j'ai demandé à mon IDE de créer le truc et c'était terminé, quoi. Je me vois mal expliquer un Redius à mon métier. Eh ben moi, j'ai réussi, ça se passe très bien. Pour le coup... De quoi? Attendez, hop, désolé, une notif, vous avez dû vous prendre une de mes notifs, je coupe ça. Pour le coup, en fait, ça se passe assez bien, c'est des concepts qui sont assez faciles à expliquer. Je pique l'explication de Cyril Martrer. Cyril a fait une très bonne explication dans un talk à Devox il y a un paquet d'années maintenant, avec des gobelets. Il a 3 gobelets en plastique, et alors là, ça c'est des gobelets, je les empile, bah en fait, c'est un gobelet. Et ça se passe bien. En fait, c'est des notions que tu arrives très bien à expliquer. Si c'est des gens qui sont dans le domaine comptable, ils en font tous les jours. Parce qu'en fait, une somme, c'est un reduce. Et donc, tu l'expliques avec une somme dans le comptable, tu l'expliques avec des gobelets, tu l'expliques avec un truc comme ça. Et derrière, bah, une fois que c'est compris, que c'est maîtrisé, tu peux expliquer des reduces un peu plus compliqués. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est expliquer des reduces sur des concepts métiers. Si tu commences à expliquer des reduces de l'enfer, de trucs techniques et tout, ouais, forcément, ils vont pas comprendre. Mais là, si je lis ma phrase, tu vois, je le lis avec mon expert métier. Je dis, bon, je prends mes lignes. Ça, t'inquiète, ça, t'inquiète, c'est du bruit, tu t'en fous. Stream, tu t'en fous. Ok? Ça, je lui explique, voilà, je lui dis, des fois, il y a des trucs, tu t'en occupes pas. Les lignes, je les map, c'est-à-dire que je vais les transformer pour avoir le total de chacune de mes lignes. Ok? Et ensuite, je vais les réduire. Donc là, j'ai le total de chaque ligne. Et moi, je veux un seul total. Donc comment je fais? Ben, je pars de 0, parce que pour faire des totals, je fais des zéros. Et sur mon 0, je vais ajouter chacun de mes montants. Et je l'explique comme ça, et enfin, ça se lit comme ça, et ça se passe assez bien comme explication habituellement. Voilà, vous me direz si c'est convaincant mon histoire. Mais plus tout à l'heure, tu parles de discuter avec le métier. Ah, on y arrive. Parce que premier truc qui est sorti, il dit ah, il y a des value objects, il y a des value objects. Alors moi j'ai parlé de value objects, mais en fait la base de DDD c'est de parler avec le métier. C'est vraiment ça. Je lis après chez Cap. La base de DDD, c'est pas de faire des bouts de code ou d'utiliser les outils du DDD qu'on va utiliser dans le code. C'est une partie des outils du DDD. Il y en a plein d'autres. On va en voir quelques-uns dans le code, mais en fait, la base de la base de la base du DDD, c'est de réussir à mettre l'application autour du métier. Mon appli doit être autour du métier, donc mon code doit être autour du métier. Et donc ce qui est dans mon code, ce sont des termes et des notions et des choses qui sont compréhensibles par mes experts métiers. C'est vraiment essentiel. Alors attends, je lis la question. Est-ce que le contenu de amount times quantity ne serait pas mieux inliné dans amount total? Pas compris. J'ai pas compris. Ah, tu voudrais un total avec une quantity? Parce que en fait, tu voudrais que la méthode times, je l'appelle total? Ça peut. Mais en fait, j'ai besoin de ce paramètre. Parce que mon amount ici, mon amount de unit price ne connaît pas de quantity. Ou alors j'ai pas compris. Ah,
et donc je le referai là. Bah, ça me fait extraire les primitives de amount pour refaire mon calcul et recréer un amount. Donc ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Ou j'ai pas compris hein, aussi bien. C'est possible, vu mon état de grande fatigue. Je peux pas mémoriser. Merci Gnuk de m'aider vraiment dans ce moment de difficulté. Mais voilà, le but vraiment de DDD, c'est de faire parler les experts métiers et que ce qu'on retrouve dans le code soit des choses compréhensibles par le métier. Est-ce qu'on creuse la blague de Memorize ou est-ce que c'est du bruit pour rien? Ouais, c'est du bruit. Allez, c'est du bruit. On parlera de Memorizer plus tard. C'est con parce qu'il y a une chanson en plus qui parle de ça. Bref, allez, j'arrête immédiatement cette vanne. Du coup, on a vu qu'on devait partager une compréhension avec le métier. Cette compréhension, on va la partager en partageant un langage commun. Allez, soyons fous. Un langage omniprésent qui se traduit par ubiquitous language. Exemple pour la partie reduce de map, reduce d'un stream. Java ne serait pas capable de reduce hein, sans te demander en ce cas-là. Alors attends. Tu dis quel kata? Chaîne de Markov. Ah, sur Markov Chain. Je l'ai peut-être pas fait sur Markov Chain, mais il me semble que j'ai une résolution de Argument Replacer, peut-être Moustache Replacer, qui fait un truc comme ça. Attends, je vais aller vérifier vite fait. Ouais, bah c'est ce que je te disais en fait sur Moustache Replacer, tu vois, on a stream un preset. Bon, ça le fait quoi. Ça le fait. Tu me diras si ça répond, mais ouais, je comprends. Je comprends. Got it. Ok. Pas vraiment de rêve jusqu'à le DDD avec cette idée de parler du métier, c'est bien un truc de hippie. Aïe. Avant qu'on commence le live, hein, quand on était hors live, je sais pas, il y a Nolwenn qui disait ah bon, mais tu voulais pas finir un truc, Gnuk, tu devais pas finir un live avec Tlaop, des histoires avec du front et des ever, puis après ça commence à bégayer et tout. Bref, on s'amuse, désolé. Donc, value object, line. Le métier, le code, on parle le même langage, j'ai les termes du métier dans mon code. Le langage est omniprésent, il est ubiquitous. C'est un ubiquitous language. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc du DDD, comme building block du DDD qu'on a utilisé là dans cet exemple? Une magnifique entité. Ah, effectivement. Qui est où? C'est l'invoice. Hey, effectivement, invoice. Alors, est-ce que c'est juste une entité? N'hésitez pas à faire le retour de l'entité métier et l'entité base de données, il ne faut pas confondre. Alors, certes, mais est-ce que invoice ici, dans les trucs, dans les 75 termes du DDD, c'est juste entity? Ou est-ce que c'est d'autres choses? Je laisse un peu le... Entité et aggregate, ok. C'est bizarre ça peut être deux trucs, une entité? Est-ce que ça peut pas être une troisième chose, pour être bien sûr qu'on s'y perde? Puis après on explique. Si je peux revenir sur Line, je vois qu'on a des tests sur Amount, mais Line n'a pas eu besoin de tests. Non, pas spécialement, parce que mes tests de Line, en fait, ils sont testés par Invoice. Alors, si je lance une analyse de coverage, je suis pas à 100%. Il va me manquer des tests sur des accesseurs générés automatiquement dans mes records. Mais franchement, c'est pas très grave. Voilà, là, ce qui me manque, en fait, c'est l'accesseur à quantity, l'accesseur à unit price. Là, ce qui me manque, c'est l'accesseur à ID, l'accesseur à lines. Celui-là, il est couvert. Celui-là, il est couvert. Voilà, il me manque des tests sur du code généré automatiquement, mais sinon j'ai bien tout testé, j'ai pas eu besoin
d'avoir des tests unitaires. En fait, j'ai pas forcément des tests unitaires sur chaque méthode. Des fois, ça apparaît juste de l'extérieur. Amount, j'ai créé un test unitaire, c'est plus une exception qu'autre chose. C'est que j'avais des règles spécifiques sur Amount, des règles de rounding que je voulais tester en unitaire parce que les tester par au-dessus, bah, ça faisait un peu de bruit pour pas grand-chose. Voilà. Ok, ça commence à dire des mots effectivement autour des invoices. Donc, c'est quoi la différence entre aggregate et entity? Et surtout qu'on n'a pas parlé du troisième terme, qui est l'aggregate root. Donc, il y a 3 choses qui vont nous intéresser. L'entity. Une entity, c'est un objet qui n'est pas défini uniquement par ses valeurs, parce que ses valeurs peuvent changer et on va être capable de continuer de le suivre dans le temps. Si sa valeur change, ça reste la même chose. On parle d'une entité, donc cette entité a un identifiant. Dans l'idéal, on va aller chercher un identifiant qui est fourni par le métier. Par exemple, si je manipule des bouquins, ben, ISBN, ça peut être un très bon identifiant. Si j'ai pas d'identifiant par le métier, je vais générer un identifiant technique. Comme j'ai fait ici, un UID, c'est très bien. Qu'une entité, c'est défini par un identifiant. Mais, en fait, je manipule jamais mes entités ou mes value objects directement. Je vais jamais persister une entité. Je vais jamais persister un value object directement. Ce n'est pas possible. Le seul point d'entrée de tous mes objets, c'est un aggregate. Et un aggregate, en fait, c'est défini par une entité qui est en haut de cet aggregate qui s'appelle l'aggregate root. Donc j'ai forcément une entité parente qui va tirer des value objects et potentiellement d'autres entités. Et un aggregate est tout le temps effectivement cohérent. Je réponds après en Donari. Un aggregate est toujours cohérent. Il peut passer que d'un état stable à un autre état stable. Je vous l'ai dit, ils peuvent être mutables parce que c'est son identifiant qui permet de le suivre. Donc un aggregate peut changer d'état, peut changer de truc. Il y a même des cas où un aggregate change de type et ça reste le même aggregate. Mais je donnerai des exemples après. C'est super puissant ça comme outil. Mais j'ai mon aggregate root. Ouais. Un exemple d'aggregate qui change de type ou un exemple d'autre chose, tu me diras. Mon aggregate root, donc qui est une entité qui me permet de suivre toutes mes entités et tous mes value objects, toute la grappe. Et toutes les entités et tous les value objects, je ne peux y accéder que par cet aggregate, donc par mon aggregate root. Je n'ai pas le choix. Si je casse ça, je perds tout l'intérêt du truc. Un aggregate est toujours cohérent, toujours dans un état qui existe, et se manipule autour d'une seule transaction. Transaction métier, transaction base de données, si j'en ai. Bien sûr, un aggregate ne peut pas inclure un autre aggregate ou des bouts d'un autre aggregate. Comme dit GNUC, c'est totalement impossible. Une entité ne peut pas être dans 2 aggregates. Un value object, il fait ce qu'il veut, on s'en fout, c'est immuable, il est défini par ses valeurs. Mais une même entité ne peut pas être dans 2 aggregates. La même classe d'entité peut être dans 2 aggregates. La même instance d'entité ne peut pas. Ok? Dites-moi si c'est clair cette histoire d'aggregate. C'est vraiment essentiel un aggregate parce que c'est vraiment central dans les building blocks du DDD et c'est un des plus compliqués à comprendre. En gros, l'aggregate, je dois pouvoir le récupérer en une fois et le sauvegarder en une fois. Parce que c'est que lui qui assure que tout est cohérent. Donc je peux pas avoir un aggregate avec tous les users de mon appli, parce que techniquement ça marche pas en fait. Mon appli elle va vite être cassée. Donc je dois trouver des moyens pour avoir des aggregates où je le récupère, je lui demande de faire un truc, je le sauvegarde. Et dedans j'ai des entités. Ouais, je sais, je suis vraiment désolé, c'est... je rappelle ce qu'on est en train de faire, hein. On est en super meublage. C'est pas moi le speaker de ce soir. Est-ce qu'on a des news de notre speaker? Aucune, mais il dit qu'il est triste de pas être là. Ah, coup dur. Coup dur. Peut-être que j'en ai des news, moi. Attendez. Pardon, non. Non, j'ai pas de news. Tac. Pardon, c'est rien à voir. Je vais pas commencer à répondre à des SMS. Oui, désolé, je vais pas pouvoir faire de dessin. Je vais pas avoir ce qu'il faut sous la main. Je vais pas pouvoir switcher. Non, laissez-moi. J'ai pas Paint.
Je veux pas. Laissez-moi. Ok. Il y a plein de questions. Plein de questions. Ouais, désolé. Je suis en plus dans un état de fatigue qui fait que c'est difficile. Je fais au mieux. Tout va bien se passer. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Je gagne ma vie en faisant ça, c'est ça que ça veut dire. J'ai mes value objects définis par leur valeur. Dans 99,9% des cas immuables, s'il a les mêmes valeurs, je peux les comparer, c'est le même. 15 euros, c'est 15 euros pour moi. Maintenant, si je fais du code pour la Banque de France, un billet de 10 euros, c'est pas le même qu'un autre billet de 10 euros. Les billets, il y a un identifiant dessus. Donc selon si c'est pour moi ou si c'est pour la Banque de France, et ben pour moi, c'est un value object. Pour la Banque de France, c'est une entité. Parce que 2 billets de 10 balles ne se valent pas. Et qu'ils veulent pouvoir les suivre. Ok? Donc selon le contexte, ben, je vais le modéliser différemment. Je reprends toutes les questions après. Malheureusement, vu le rythme où on va, je pourrais pas finir toute l'archi exa, surtout si notre vrai speaker arrive à 20h30, mais... Ouais, je peux, mais enfin, là, dans mon cas, j'ai une entité qui est donc un aggregate root, et on peut dire que c'est l'aggregate, du coup, par raccourci, invoice. Mon aggregate, c'est invoice. Dans cet aggregate, j'ai un value object, invoice ID, et une collection de lines. D'ailleurs, j'aurais pu en faire un value object. J'aurais pu wrapper ma collection de lines dans un objet lines. Ce serait une bonne idée, faudrait faire ça en vrai. Je l'ai pas fait parce que voilà, mais en vrai, normalement, j'ai lines au pluriel pour wrapper ça et faire cette règle. D'ailleurs, on le fait? Allez, on le fait. On est des ouf. Pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai fait des bêtises? Non, ça a l'air d'aller. Allez. Tac, faisons des lines. Tac. Avec une collection de lines. Voilà. Ça vient là. Ça fait ça. Voilà, on est content. Ici, on met un autre nul. Qu'est-ce que tu fais? Un exemple d'aggregate qui serait pas root. Non, c'est pas possible. En fait, un aggregate est jamais root. Ce qu'il y a, c'est qu'un aggregate et un aggregate root, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair mon histoire ou pas? Non, pas clair. Attendez, je vais l'écrire. Comme ça, il y aura un support. Mais voilà, j'ai fait un bout de code, je justifie mon salaire. Il est comment mon salaire pour ce soir? Je me suis refait. Hein? À peu près inexistant. Ah, ça m'arrange pas du tout, ça. Ça m'arrange pas du tout. Contents exactly, oui, bah forcément. Tac. J'arrive. J'ai pas lu les messages, mais on my way. Hop, ça remarche. Je suis content. J'ai réparé mes bêtises. Donc, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux un readme. Mais j'ai un readme. Voilà, c'est très bien. J'ai un readme, super, magnifique. On va le mettre là, on va écrire des trucs dedans. Le DDD. Les mots. Voilà. Ça vous va, on part sur ça? Voilà, à un moment, il faut dire les termes, quoi. À un moment, il faut dire les termes. Donc, value object. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai l'impression. Le DDDI. Est-ce que tu peux me lire un peu les messages pendant que j'écris ça? Voilà, toujours autour de qu'est-ce qu'un agrégablement. Il y a Younes Coding qui nous dit si j'ai deux aggregate route, compte et contrat, qui ont tous les deux une entité client, je pourrais alors bien avoir les deux aggregates qui partagent la même entité client.
Ok, il va falloir que je le lise, désolé. Ouais, Euh, ouais. Ok. Euh, Peut-être mettre que, en fait, entity, c'est un cycle de vie, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui peut changer. Aggregate. Donc c'est euh, ensemble d'entity et de value object. Toujours cohérent. Et c'est le seul point d'entrée sur les objets du domaine. Alors, je rattrape les messages. Pardon. Et défini par une entité, son aggregate root. Je rattrape les messages, pardon. Est-ce que pour le coup, chapeau bas, la BDBD, ok. Ok, exemple d'aggregate qui ne serait pas root. Est-ce que j'ai répondu Rumbling Bee? Tu me dis si j'ai pas répondu. Si j'ai deux aggregate root, compte et contrat, ok, qui n'ont tous les deux qu'une entité client, je pourrais alors avoir deux aggregates qui partagent la même entité client. Non, impossible. Un client d'un compte et un client d'un contrat ne sont pas les mêmes. Et si tu es dans le même contexte, tu as un gros problème de découpage. Ton découpage est faux. Si tu es dans deux contextes différents, on n'a pas encore dit ce que c'était un contexte, ça va bien se passer. Mais dans le même contexte, tu peux pas avoir deux trucs qui ont le même sens. Tu as un autre problème, genre chiant. Mais compte et contrat seront dans deux contextes et client n'aura pas du tout la même représentation. Tu peux avoir le même identifiant entre tes deux contextes. Ça peut être la même personne, le même ID technique, mais c'est pas la même entity parce que tu es dans deux contextes. Et tu as deux persistances, deux cycles de vie, etc. Tu me diras si ça répond Younes. C'est qu'on a eu assez de progrès dans les langages pour que la distinction aggregate root disparaisse. Non, mais en fait, elle a jamais été, elle a jamais vraiment existé. Hein, ça a toujours été ça. Hein. Aggregate root. Pour moi, c'est grosso merdo la même chose. Je crois que c'est Florent quand il présente ça, il parle même pas d'entité en fait. Florent quand il présente ça, il donne même pas le terme entité. Il parle de value object d'aggregate. Et parce que c'est vrai que le cas où tu as d'autres entités dans ton aggregate qui sont pas ton aggregate root est quand même assez rare. C'est-à-dire que tu as d'autres trucs dedans qui peuvent changer de valeur et que tu as un autre ID pour les traquer. Ça existe, mais c'est rare. Voilà, c'est pas le cas commun, c'est vraiment tu as un aggregate, c'est lui que tu suis, c'est value object dedans, il change, et c'est rare que tu aies un sous-ensemble que tu réidentifies. Ok, event farming, c'est rare d'utiliser. Ouais, c'est ça. Ça arrive de temps en temps. Moi, il y a des cas où ça m'est arrivé, genre j'avais un objet par an et dedans j'avais des lines et mes lines elles avaient juste un numéro de ligne, mais elles pouvaient changer, mais ça restait la ligne 1 dans mon machin. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Contexte, on définira après. On va déjà vérifier si ces trois trucs-là c'est clair. Mais oui, c'est clair. Ou c'est pas clair. C'est qui fait ce sketch? Oh là là, je fais des références moi-même, je ne sais plus à qui je fais référence. Voilà, mais oui, c'est clair, c'est quoi le sketch? Ça, c'est le Père Noël est une ordure. Tu crois? Non, Ah, j'avais c'est pas ça, senti. oui, le Père Noël est une Voilà, ordure. Eddie Malouk, merci. Merci. Malou. Malouk? Eddie Malou. Voilà, c'est ça. C'est ça. Autant pour moi. Ok, bref, on a la ref. Il me reste 5 quarts d'heure, j'aurai pas le temps de faire une archi-exa, j'aurai le temps de l'expliquer. Mais on va voir. Ok, il y a au moins un autre truc dont il faut qu'on parle dans ces building blocks ici. C'est un domain event. Un domain event, c'est immutable. C'est un événement qui intéresse le métier. Ça s'est passé, donc c'est immuable. Ouais, je reprendrai. Je reviens au contexte après. Un domain event, c'est créé par les aggregates. Il n'y a que les aggregates qui peuvent créer des domain events. Et un domain event, après, il va être dispatché. Et qui veut réagir à l'événement?
Mais c'est un quatrième truc qui est essentiel pour finir de tout modéliser. Je fais une opération sur mon aggregate se mute, et il crée des événements, dans certains cas, pour prévenir les copains qu'il s'est passé des trucs et que démerdez-vous, faites des trucs. Ok ? Ça va être les quatre building blocks qui vont vraiment nous intéresser. Maintenant, parlons des bounded contexts. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple avec des billets de banque. J'ai dit dans mon contexte, 15 €, enfin 10 €, c'est un value object. Je m'en fous que ce soit mon billet ou un autre. D'ailleurs, rends-moi un autre, ça va bien. Par contre, dans le contexte de la Banque de France, c'est une entité. C'est bien la même chose, c'est bien le même objet du monde réel, mais on ne le représente pas de la même manière. On dit qu'on est dans deux contextes. On change de contexte quand un même mot ne veut plus dire la même chose. Ok ? Définit le scope de l'ubiquitous language. Bonsoir. C'est quoi le projet ? Hop. Le projet, c'est qu'on avait un speaker annoncé et qu'il est bloqué dans les transports. Et que je fais du meublage et que peut-être il va arriver avec 1h30 de retard. Et donc, on est en train de parler de Domain Driven Design. Donc, on a fait un bout de code. Voilà. Vous utilisez des frameworks ES, Event Sourcing. Vous utilisez une solution Made in Home. Ni l'un ni l'autre en ce qui me concerne, je ne fais pas d'Event Sourcing. Je fais du Domain Driven Design sans Event Sourcing. Oui, c'est du Java. Silence des agneaux. Et quand notre speaker arrive, ce sera du TypeScript. S'il arrive. Non, j'utilise vraiment aucun framework. Surtout pas Axon. Je n'aime pas. Et en fait, je fais pas d'event sourcing. Moi, je fais du domain driven design. Je persiste mes entités. C'est-à-dire que je vais avoir un repository qui va faire save invoice. Je vous laisse répondre, s'il vous plaît, à Silence des agneaux dans le chat. Et je dépile les autres questions si ça vous va. Si Nolwenn, tu peux partager un lien. La série de billets qui permet de faire entrer les... Ouais, grave, je délègue mes deux. Ouf. J'ai le droit, j'ai la mononucléose. Je suis perché, tu sais quoi. Peut rien m'arriver d'affreux maintenant. Enfin, en même temps, je suis en train de déléguer à un mec qui a pas trop l'air d'avoir envie de récupérer les tâches. Hein. Tu m'as abandonné, Nolwenn ? Faut pas faire ça. Hein. Je suis là, je suis en train d'écrire dans le chat. Ah, trop bien. Ok. Est-ce que c'est clair mon histoire de bandit de contexte ? Quand un même mot veut plus dire la même chose, j'ai changé de contexte. Et des fois, le langage change complètement. Et donc, je sais que j'ai changé de contexte. Merci, Nolwenn. C'est clair mon histoire ? Je prends un tout petit moment pour vous expliquer cette histoire d'architecture hexagonale, etc., etc. Alors, en gros, maintenant qu'on a fait un bout de code métier comme on faisait à l'école, souvent on me dit bah, t'es bien gentil avec ton machin qui représente un objet, etc. Mais moi je fais des vrais applis. Les events générés par l'aggregate, je les stocke pas. Ah, pardon, ok, donc on revient sur les domain events. Non, il y a une différence entre l'event sourcing, les domain events et une architecture event driven. C'est bien trois choses. Je ne stocke pas les domain events, en tout cas pas tels quels. Il y a peut-être des contextes qui les stockeront, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif d'un domain event, c'est de faire une architecture event driven. Donc j'ai un contexte, j'ai un aggregate qui émet des événements qui sortent de mon contexte par un adapteur. C'est dispatché, qui veut les écoute et réagit dessus. Mais pour autant, c'est juste une architecture event driven. C'est pas du tout de l'event sourcing. C'est-à-dire que je stocke quand même l'état actuel de mon aggregate. Le choix de faire ça, c'est que déjà, faire du DDD, qui implique de faire du TDD, qui implique de faire de la modélisation, qui implique d'avoir plusieurs contextes, qui implique d'impliquer les experts métiers, c'est déjà compliqué. Si en plus, je rajoute le fait que dans la persistance, spoiler, c'est pas l'état actuel du système, mais c'est un ensemble d'événements qui te permettent de recalculer l'état du système. Mais comme c'est un événement, c'est immuable, tu peux jamais le changer, sauf en cas de RGPD, etc. Et que tu rajoutes une galère par-dessus la galère, en fait, j'en ai rarement besoin. Il y a des cas où tu as besoin d'event sourcing, c'est un excellent pattern. C'est une des meilleures archis pour scaler très 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 fort sur des très 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 gros volumes. Mais il faut avoir le besoin. Et en fait, quand j'ai pas le besoin, c'est beaucoup plus simple de
récupérer mon aggregate depuis ma persistance, il se mute, je resave tout l'aggregate, et s'il s'est passé des trucs, j'émets des events et les gens réagissent dessus. C'est déjà, il y a une marche phénoménale entre mon appli, c'est un CRUD anémique avec des services qui font 3000 lignes et ça, et donc déjà, ça me va, enfin, ça me suffit comme switch. Ok. On allait parler de quoi? Si, mon histoire de bandit de contexte, c'est clair? Mon histoire de bandit de contexte, c'est à peu près clair. C'est ultra compliqué les bandits de contexte. Et le DDD est passé à la mode avec les microservices, puisqu'en fait, dans le bouquin de Sam Newman qui s'appelle Building Microservices, la première ligne, c'est littéralement les microservices sont architecturés autour des bandits de contexte CF Evans 2003. Evans 2003, c'est le Big Blue Book. C'est le bouquin que vous voyez là, qui fait 650 pages. Et qui a créé Domain Driven Design. Et donc c'est pour ça que c'est revenu à la mode, parce que les microservices, c'est découpé autour de cette notion de bandit de contexte, et trouver les bandits de contexte. Trouver les bornes des bandits de contexte, d'avoir les bons bandits de contexte, trouver les bornes des aggregates, d'avoir les bonnes boards. Ouais, pas un très bon livre de nos jours. Oh, moi je trouve qu'il reste correct. Il y en a des mieux pour aller dedans, mais il reste sympa. Trouver les bonnes bornes des aggregates, c'est simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Trouver où couper pour que ça marche bien, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment le plus compliqué. Voilà, donc c'est ça qui demande le plus d'expérience, le plus d'expérimentation, etc. Voilà. Ouais, le bon découpage des aggregates, ça se pose là aussi, hein, Martial. Hein. Le bon découpage des bandits de contexte, ouais, c'est compliqué, mais en fait, si t'as tes aggregates, tes bandits de contexte, ça va, quoi. Franchement, ça va. Quels sont les bons livres pour apprendre les notions? Bonsoir et bienvenue. Hein? Je vais mettre les liens. Tu mets les liens? Ok, donc moi aujourd'hui je conseille Domain Driven Design Distilled de Von Vernon, c'est un bouquin vert. Ensuite, je conseillerais peut-être Domain Modeling Made Functional de Scott Vlashin, c'est un bouquin blanc. Et après... En vrai, mets le lien de quand on en parle chez Punkin Dev. J'ai récupéré. Des DVD vite fait, ouais. Et après, on a pas mal, on est passé dans un podcast de chez Punkin Dev avec Gnuk justement, et on parle de ça. C'est peut-être le mieux. Ça dure un quart d'heure, donc faire une réponse là, voilà, le mieux c'est peut-être de remettre le lien de Punkin Dev et on en reparle de ce qu'on en pense pour aborder ça, c'est peut-être le mieux. Parce que là, je veux quand même vous parler d'ArchiExa. 3 minutes. Ça vous tente toujours? Est-ce qu'on a des news de notre speaker ou pas? Non, j'ai relancé. C'est toujours 20h30 et il m'a rien dit. C'était il y a 10 minutes. Le mauvais découpage, c'est le quotidien en DDD? Pas vraiment. Au début, ouais, mais après... en fait, t'as un 8ème science qui te pousse assez rapidement au bout du coude et t'arrives à aller voir les trucs. T'arrives à les pressentir. Tu vois, tu mets en corrélation ce que te dit ton métier, tes contraintes techniques, tu vois, avec ta base, etc. Ouais, faut récupérer l'aggregate en une fois. Ce que tu sais faire, ouais, t'arrives à les intuiter pas mal avec le temps. Faut se planter un peu au début, mais... Moi, j'arrive à les intuiter maintenant. Alors, forcément, je fais des erreurs et mes découpages sont probablement pas parfaits. Mais, ah oui, et c'est comme le reste, ça émerge du code. Ça se test driven drive. Hop. Ouais, voilà, mais tu le fais facilement, ça se passe bien. L'architecture hexagonale. On va aller se rajouter une petite doc, donc c'est un module JHipsterLite. Hein. Il y a certains modules qui font que de la doc. Oh, j'avais oublié de sauvegarder mon readme, je me déteste. Voilà, c'est bon, je vais sauvegarder mon readme. Voilà, donc je vais aller regarder la doc. Je la preview. Donc, c'est bien gentil d'avoir mon domaine modèle avec des objets comme on a appris à faire à l'école, mais moi je veux en faire une vraie application, c'est-à-dire que je veux mettre des web services, mettre du front, appeler de la base de données, envoyer des mails, etc., etc. Et donc souvent c'est ça qui est compliqué à comprendre. Et en fait,
En vrai de vrai, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée. Une fois qu'on a compris cette histoire de domain model, de modèle riche, de test-driven development, le mettre dans une archi, enfin surtout l'architecture hexagonale qui a très peu d'overhead. Enfin, on a galéré tellement fort avant que là, voilà, ça c'est trivial. L'archi hexa, c'est une archi qu'on présente de l'intérieur vers l'extérieur. À l'intérieur, j'ai mon domaine model, il dépend de rien, tout dépend de lui, c'est ce qu'on a codé. J'ai besoin que de Java. Hein. Vous avez vu, j'avais rien d'autre, j'avais que du code Java, j'ai pas de framework, pas de machin. Il y a plusieurs styles d'archi hexa, moi j'aime bien celui-là, côté back. C'est pas le plus classique, mais voilà. En gros, oui, vous pouvez préférer la Onion architecture sans aucun problème. Ouais. Il y en a plusieurs, des archis qui protègent le domaine modèle, testez, prenez celle que vous préférez. Très franchement, ce qui est important, c'est d'avoir un domaine modèle riche, qui exprime votre métier, qui vous permet d'éviter les régressions. Derrière, dans quelle archi vous la mettez, ça change pas. Enfin, pour moi, le sujet, il est pas tant là. Moi, j'aime bien Hexa parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Voilà, la clean archi. La version fonctionnelle, c'est Functional Core, machin. J'ai oublié. Ah mince, mon cerveau, il est parti. Functional Core. Est-ce que je le retrouve? Functional Core. Imperative Shell. Voilà. Donc la version. Voilà, Functional Core Imperative Shell. En fonctionnel. Pareil, même délire. Le cœur domaine modèle pur, impérative shell autour. Pas de. No stress. Donc, une fois que j'ai mon domaine modèle, autour, moi, je mets un layer application. Ce layer application, chez moi, il a 3 responsabilités. Gérer les transactions, gérer les droits et faire une orchestration très simple. C'est-à-dire que Monsieur le port, donc qui est une interface dans mon domaine, donne-moi un aggregate. Que l'aggregate fait un truc. Monsieur le port re-sauvegarde l'aggregate et éventuellement monsieur un autre port dispatch les events. Fin de ce que fait mon application layer. Si ça fait autre chose, je crée un domain service, donc c'est un service dédié dans mon domaine qui va faire des trucs plus précis. Pendant que je viens de recevoir un message sur un réseau non muté. Ok, tout va bien, je suis désolé, vous avez entendu une notif, elle était chez moi. Tout va bien. Oui, un port avec un T, c'est Monsieur Port. Donc j'ai mon application layer qui sert à ça. Moi, j'autorise à ce qu'il soit bindé au framework. On a eu un grand débat avec Julien Topsu autour de ça. Très franchement, ça ne vaut pas le coup de faire un débat. Vous faites comme vous voulez, comme ça vous arrange. Moi, ça me va bien. Et oui, si je change mon framework, je dois réécrire mon application layer. J'accepte. Ça me va. C'est un trade-off que je suis prêt à accepter. Ensuite, on va voir la partie primaire, donc la partie qui dirige mon code, dans lequel je vais écrire des adapteurs qui appellent donc cette application layer, qui vont faire l'exposition de web service, qui vont faire la user interface, qui vont faire les listeners de mes events, etc. Et je vais avoir un côté secondaire, donc c'est des adapteurs qui implémentent les ports et qui vont faire la persistance, le cache, le message, etc. Et globalement, le schéma d'appel, c'est celui-là. Mon utilisateur, il appelle un adapteur primaire qui va appeler un application service qui va faire des trucs avec le domain model, donc les ports étant dans le domain model, voilà. Et mon application service va, au travers du port du domain model, appeler une implem de secondary adapteur pour faire des effets de bord et persister des changements, etc. En termes de structuration du code, moi j'aime bien faire ça. Donc là, vous avez vu, naturellement, j'ai fait invoice, qui était mon bounded context. Dedans, j'ai mis domain. Et derrière, j'aurai application, où je mets mon application service. Infrastructure, et dans infrastructure, j'ai primary, secondary. Ce qui m'intéresse avec cette manière d'organiser le code, alors il y en a plein d'autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je vois très clairement ce qu'il y a dans l'infrastructure. Je vois très clairement si c'est du primary, du secondary. Et en fait, souvent, dans primary ou secondary, j'ai besoin d'objets qui sont juste en package private. Donc, qui est la visibilité par défaut en Java, où c'est visible que dans le package. Qui est très pratique parce que du coup, mon package a une cohésion très très forte. Il fuite nulle part. Enfin bref, j'aime beaucoup ce style de dev-là. Mais
C'est un choix très perso. Vous avez le droit d'être pas du tout d'accord et de vouloir le faire autrement. Et y a aucun problème avec ça. C'est très 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 perso. Voilà. Mais si je reprends l'abstract de ce qu'on était censé glander ce soir, on devait parler d'architecture hexagonale. L'architecture hexagonale, c'est ça. Il y a une version sans application layer quand on est dans le front, qu'on n'a pas de problématique de gestion de transactions ou des problématiques de gestion de droits très différentes. Très franchement, on peut faire sauter cette application layer et ça se passera très très bien. Oui, c'est ça. On commence par le domaine, puis après on fait l'implémentation secondary, puis primary. Et d'ailleurs, on peut envoyer une PR avec le domain. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de tout faire. Puis on peut envoyer une PR avec le secondary, puis on peut enfin envoyer une PR avec le primary. Parce qu'en fait, si on a fait domaine et secondary, il n'y a rien qui permet de l'utiliser. Donc c'est cool, on peut rien casser, mais on peut quand même en parler avec les collègues, commencer à travailler, continuer d'intégrer en continu, continuer de déployer en production, et continuer de faire des PR de moins d'1 heure. Moins de 2 heures, allez. Ouais, j'ai un petit moment d'absence, je peux te préciser que globalement l'architecture exa ça demande de maîtriser, de comprendre l'inversion de dépendance et qui est... Ah oui, 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 faut être à l'aise, ben oui, effectivement, avec l'inversion de dépendance, puisqu'il y a une inversion de dépendance côté secondaire. Normalement, il y en a une et côté primaire et côté secondaire, c'est juste dans cette flavor-là, moi j'en mets une que côté secondaire, mais ben, mes dépendances sont inversées, puisque cette interface dans le domaine me sert à inverser les dépendances pour que le domaine ne dépende que de lui-même. Est-ce que c'est à peu près clair, mon histoire ? Ici, on fait du TDD qui tape sur le use case et ça tire le reste. Ouais, ça fonctionne. C'est notamment ce que plébiscite Thomas Pirin dans son Outside In Diamond Test Driven Development. C'est un style. Moi, ce que je reproche à ce style, c'est que j'ai besoin de feedback plus rapide. Le feedback accepté par Thomas à 30 secondes sur les tests, moi, il n'est pas acceptable dans mon style de dev. J'ai besoin d'un feedback beaucoup plus rapide sur mon code métier sous la seconde. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin d'être sous la seconde, sinon ça me va pas. Et du coup, ce style-là me convient mieux parce que j'aime trop ce feedback à 50 milli. Et c'est pour ça que je commence par le domaine en test unitaire. Attention, un test unitaire, c'est pas un test une classe, on l'a vu. Hein. J'ai certaines de mes classes qui n'ont pas leur test unitaire associé. Par exemple, Line, son code et son test ont été tirés par le test de Invoice. C'est un vrai truc, hein, c'est une vraie manière de faire. Mais oui, oui, vous pouvez regarder l'article de Thomas Pirin, si quelqu'un peut le linker dans le chat, Outside In Diamond Test Driven Development. D'ailleurs, il en a parlé à Alpecraft, il y a peut-être la vidéo quelque part, faut voir si c'est possible de retrouver la vidéo. Et de partager ça. Est-ce que c'est clair? Alors je suis désolé, on n'aura pas pu le coder parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de répondre aux questions et c'était un peu... Du coup, c'était un peu court pour faire la partie exa. Je peux juste... Mais oui, c'est clair, ça y est, on y revient. On peut juste regarder, donc là, j'ai dû avoir un commit, voilà, un DDD language, et... yes, merci. On peut juste regarder du coup quand on en est là, si on veut commencer à faire du web et des machins. Voilà, je peux aller sélectionner les modules qui m'intéressent. Genre Tomcat, Cucumber. Voilà, si j'ai déjà choisi ma persistance et que je veux ma persistance, je peux la mettre. Je peux mettre mon système de gestion de version. Voilà, enfin bref, on s'en fout. Ça, c'est la partie démo Jhipster, ça m'a fait mes modules, super, je suis content. Chacun est dans un commit, donc je peux m'amuser à regarder ce qui se passe. Ils sont documentés parce qu'on est des gens sympas dans l'équipe Jhipster, donc on documente ce qu'on fait. Et il y a, voilà, Cucumber, il y a une intégration avec une API qui permet d'être fluent. Voilà. Mais ça c'est pour la pub Jhipster, c'est pas forcément très intéressant ni le sujet de la soirée. Ce que je vous propose, de toute façon notre speaker il va être trop court puisqu'il reste 10 minutes, donc désolé.
je vais faire la pub. Pendant que je fais la pub, n'hésitez pas. Nolwenn, tu peux noter le rôtier dans un coin? Si t'es chaud, faire le CR. Sinon, je le Oui, on ferai. va faire des choses là. Oh, t'es un amour. Je vais faire un peu la pub. N'hésitez pas si vous avez des questions à formuler pendant la pub, ce sera avec grand plaisir. Prochain événement, il y aura peut-être ce talk à remettre quelque part. On verra si notre speaker de ce soir sort du train un jour. Ce serait une bonne nouvelle pour lui en tout cas, parce qu'il doit pas passer une super soirée. On a que un prochain événement qui est annoncé. Comment ça se fait? Qui a pas fait son boulot? Qui n'a pas fait C'est son pas, il est boulot? là, je crois, en plus. Oh. Oh. Attendez, parce C'est qu'on moi-même. est... Ah, pardon, les identifiants techniques peuvent-ils fuiter à l'extérieur du domaine? Oui, en fait, là, mon identifiant technique de Invoice, en fait, j'avais pas d'identifiant de mon domaine qui permettait d'identifier une facture, j'en ai besoin. En fait, c'est pas qu'il fuite en dehors du domaine, c'est que maintenant, ça fait partie de mon domaine. Maintenant, un Invoice ID, on sait ce que c'est. Maintenant, je peux en parler à mes experts métiers. Il y a les deux sens. Et en fait, comme on en a besoin et qu'il n'y a pas le choix, voilà, Invoice ID, on a besoin d'identifier une facture. Monsieur l'expert métier, tu es d'accord? On est obligé de devoir identifier une facture de manière unique. Oui, de toute façon, on a une référence sur les factures. Voilà, est-ce qu'on l'appelle Invoice ID? Est-ce qu'on l'appelle Invoice référence? On se met d'accord. Et quand on est d'accord, ça fait partie du domaine. Ok, ah oui, j'étais en train de vouloir aller shame pour voir qui avait pas fait son travail. C'est moi, Bon, c'est moi. C'est toi? Ouais. Oh putain. Bon bref, on est plus en train de déconner qu'autre chose parce que le but c'est aussi d'expliquer comment ça fonctionne et qui on est. Nous on est le Software Crafter Lyon, on est une association et un groupe Meetup qui faisons un événement par semaine. Oui, on est assez idiot pour faire ça. Et donc, la plupart sont en ligne. On en reprend un tout petit peu en présentiel. Même si on n'a pas annoncé tous nos événements, l'événement de la semaine prochaine est annoncé. Il est un peu exceptionnel et il est plein, mais on ne sait jamais, il y a une liste d'attente. L'événement de la semaine prochaine, c'est le Global Day of Code Retreat. C'est un événement, certes, on fait la session lyonnaise, mais c'est un événement international. Donc si vous n'êtes pas de Lyon, vous pouvez chercher s'il n'y a pas un groupe près de chez vous qui le fait, ou vous pouvez organiser le vôtre. Et donc le Global Day of Code Retreat, nous on fait ça samedi, toute la journée. C'est un événement pendant lequel on va refaire le même exercice 5 ou 6 fois, avec des contraintes différentes. Et c'est un des événements les plus formateurs qu'on puisse imaginer, en tout cas sur Test Driven Development. Certes, c'est un samedi qui saute, mais ça fait gagner des mois et des mois et des mois de pratique. C'est vraiment, vraiment extrêmement formateur, extrêmement cool. Ça permet de découvrir d'autres choses, de travailler avec d'autres professionnels qui travaillent dans d'autres contextes, qui ont d'autres manières de voir les choses. C'est incroyable. Si vous n'avez jamais fait de Code Retreat, là, la semaine qui arrive, Global Day, cherchez par chez vous. Nous, la session de Lyon, on n'a que 30 places. Et spoiler, vu la taille de la salle, on va pas avoir froid. Mais voilà. Et il y a une liste d'attente. C'est vraiment un très bon événement. On aura un événement par semaine. Dès que Nolwenn a fait la planif, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai oublié des trucs dans la pub? Non. On est bon. Si vous êtes encore dans le coin et que le cœur vous en dit, je vais vous demander un rôti Return on Time Invested d'une note de 0 à 5 dans le chat. 0, vous avez totalement perdu votre temps. Je suis désolé, ça s'est vraiment pas passé comme on aurait voulu. Les joies des transports nous ont un peu eu. Et 5, vous pouviez pas bien mieux investir votre temps. En vrai, on est sur Twitch, fermez Twitch si c'est 0. Sauf Nolwenn, parce que j'ai besoin de toi. Mais voilà, n'hésitez pas à noter dans le chat, n'hésitez pas à mettre une note basse, nous ça nous aide à expliquer un peu si c'est une note basse, pourquoi il faudrait, ce qu'il faudrait améliorer. On rentre tout ça dans un CR. Cool, des bons retours. Merci beaucoup. J'ai fait ce que je pouvais avec mon niveau d'énergie du moment. Je vous avoue que là, je suis au BDR, comme disent les jeunes.
C'est gênant hein, quand les vieux utilisent des termes de jeunes. Je suis au BDR, quoi. Je suis donc au bout du rouleau. Ça fait plaisir de revenir. Pour le côté pied levé, aucun. Bah alors. Mais alors, personne n'y est pour rien et je pense qu'il est vraiment embêté. Donc, il n'y a pas de. Il y a no shaming. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il a. Il a dû passer du temps à préparer son talk et j'espère qu'on pourra lui donner une scène pour le donner. Et du coup, bah, il est en contact avec Nolwenn qui s'occupe des events le mois prochain, donc qui est sûrement la meilleure personne pour essayer de glisser son talk s'il a envie, pour essayer de nous soudoyer et qu'on change notre planning normal. Ça m'embêterait qu'il ait passé du temps à préparer son talk et qu'on n'ait pas pu lui donner une scène. Voilà, j'ai essayé d'improviser un truc un peu sur le même sujet, pas en TypeScript. Je suis désolé, je me le sentais pas. Le meublage. Bon, nickel. Eh ben écoutez, est-ce qu'il nous reste des choses à dire? Oui, on a fini la soirée, on va clôturer la soirée officielle. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir nous parler sur Discord. Avec grand plaisir. On sera dans le coin. Et voilà. Amusez-vous bien, codez bien, et à la prochaine en espérant croiser plein d'entre vous au Code Retreat. Ah, si, Code Retreat, les 3 personnes qui vont animer le Code Retreat ne font pas partie de l'orga, et c'est leur première animation. Alors je serai en 4e animateur au besoin, mais voilà, donc on est très content d'avoir 3 personnes qui sont pas dans notre groupe d'orga, qui vont animer cette journée, c'est trop cool. Et moi je suis la personne de l'orga au cas où pour la semaine prochaine, mais ça va être trop bien. Donc si vous êtes sur place, n'hésitez pas à leur donner de la force. Voilà, et donc nos gentils animateurs seront Pauline, Sidiki et Adrien sur Lyon. Et moi en backup au besoin, et parce que c'est moi qui ai les clés de la salle de toute façon. Voilà, bonne soirée, à tout de suite sur Discord si vous voulez passer. À plus si on se recroise par ailleurs. Ciao!